Bonjour à vous, on va commencer doucement et si les gens arrivent, on les accueillera, on les inclura. Donc bonjour, je me présente, je m'appelle Odile Chabriac. Alors, que va-t-on faire aujourd'hui? En fait, je vais vous partager, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment pas le fait de partager un savoir, parce que j'ai pas l'impression que je sais beaucoup plus de choses ou beaucoup moins de choses que vous d'ailleurs. Ce qui m'intéresse, c'est partager un chemin, c'est partager des expériences. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et c'est vrai que on parlait avec Magali, moi, le format de la conférence, c'est pas forcément le plus simple pour moi. Je donne énormément de cours. L'enseignement, j'ai pas de problème. Il y a un cadre dans l'enseignement. Partager une conférence, voilà, c'est comme s'il y avait un peu un sachant et des gens qui reçoivent. Et alors, c'est rigolo. Moi, j'ai commencé à donner des conférences il y a longtemps. Au début, c'était catastrophique. En fait, alors, au début, j'écrivais mon texte. Vous voyez? Et donc, je lisais mon texte. Bon. Il y avait rien à faire. C'était horrible. C'est horrible pour moi et ça devait être horrible pour les autres. Alors après, j'ai appris mon texte par cœur. C'était horrible. C'était horrible pour moi, c'était horrible pour les autres. Ce qui fait que j'ai fait la grève des conférences. Et puis, moi, j'étais très proche de Guy Corneau. Et un jour, il m'a dit, mais Odile, tu fais un plan, donc tu sais de quoi tu vas parler. Et puis après, tu lâches l'affaire et tu te laisses emporter. Donc, c'est ce que j'ai fait pour aujourd'hui. Il y a un plan, et puis après on va voir où ça va nous mener tous ensemble. Alors et puis l'autre jour, je fais une vidéo avec Gilles, et qui me dit mais Odile, dans les ateliers, il faut qu'il y ait de la pratique. Attends, moi je parle d'expérience que j'ai faite, mais donc on va mettre de la pratique aussi, mais voilà, on va essayer de s'amuser ensemble. Donc j'ai écrit je crois à peu près 13 livres, donc on va pas énoncer les 13 livres. En revanche, j'ai écrit un livre qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Âme de sorcière. Et puis après, pareil, j'ai un peu fait la grève des livres en même temps que la grève des conférences. Bon, moi je trouve la vie est hyper joyeuse et en tout cas c'est ce que je vais le dire autrement. Ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la joie. Et écrire des livres, moi, en tout cas, il y a des gens pour qui c'est pas du tout le cas, mais c'est un exercice extrêmement exigeant, extrêmement profond. Je sais pas, j'ai du mal à faire semblant dans cet exercice-là, même dans celui que je fais maintenant. Et donc, écrire un livre, ça implique de me mettre à côté de la vie. Et ça, je suis pas hyper volontaire, il faut vraiment qu'il y ait un truc qui m'appelle absolument. Alors, avant, quand j'écrivais des livres de naturo, quelque part c'est facile, je suis naturopathe, c'est mon métier, je déroule, je connais, je fais des recherches, il y a un cadre, je suis en sécurité. En revanche, Âme de sorcière, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est peut-être pour ça que ça a marché d'ailleurs. Enfin, il y en a d'autres qui avaient marché avant, mais pas du tout dans cette proportion. Âme de sorcière, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle une première fois en 2015, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et à chaque fois que je traversais un bois, ça me disait « sorcière, 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 sorcière ». Et ça me disait surtout « je suis bien dans cet endroit, je suis bien seule dans les bois ». C'était vraiment ça. Et donc je rentre du pèlerinage de Saint-Jacques, je prends un thé avec mon éditrice un mois et demi plus tard, et elle me dit « Ah, on va parler de quoi dans le prochain livre ?» Et je lui dis « Bah écoute, je vais parler des sorcières. » Et là, mon éditrice me resserre du thé, me répond même pas, quoi. On est bien avant qu'il y ait eu tous les livres sur les sorcières. Donc là, on est genre en septembre. En janvier, après, elle me dit « Bon, bah sur quoi on va travailler ?» Et je lui dis « Mais écoute... de toute façon, ce sera sur les sorcières. Soit tu le publies, soit tu le publies pas. Moi, c'est pas mon problème, quoi. Moi, maintenant, j'écris sur les sorcières. » Et là, elle m'a dit, en revanche, elle m'a dit, « Ok, je te suis. » Il faut savoir, ce livre a fait plus de 60 000 exemplaires, etc. Des mois après, j'ai rencontré le directeur commercial. Ils l'ont tous pris pour une folle quand elle est arrivée et qu'elle a dit, on va écrire sur les sorcières. Donc, voilà, il y a quelque chose qui s'est joué là. Et puis après, pareil, j'ai fait la grève. J'avais pas envie d'être un auteur qui écrit sur les sorcières. On appuie sur un bouton et on parle sorcière. Bon, j'ai quand même... ce premier livre, il parlait de comment se reconnecter à la magie en soi.
Comment réparer aussi. On en parlera peut-être après éventuellement si vous avez des questions. Mais comment réparer aussi cette part du féminin blessé, qui est blessé chez les femmes, mais qui est blessé dans le collectif aussi, quoi. Pour moi, c'est pas quelque chose de purement féminin. Et donc après, j'ai écrit un livre qui s'appelait Sortir des bois. Donc sortir des bois, c'était dire bon, bah, ok, on va se faire le coin des louves, on va se réparer les unes les autres, on va. Mais moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis quelqu'un d'éminemment politique. Ce qui m'intéresse, c'est le collectif, le partage, les gens. Donc, comment on fait après pour aller ramener cette énergie nouvelle dans le monde? Et ça, c'était sortir des bois. Prenons le risque de retourner dans la société qui nous a pourtant brûlés il y a des années. Sortir des bois a bien marché d'ailleurs, et pareil, des années sont passées où j'ai profité de la vie. Je suis allée m'installer, pareil, près du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pas au fond des bois, mais presque. Et est arrivé le printemps il y a 2 ans, et là j'ai fait waouh, ce qui s'annonce pour le collectif, c'est chaud. Et j'ai eu peur. Moi, je suis pas quelqu'un qui a peur. Je suis pas quelqu'un. Quoi, il y a plein de trucs vraiment. Et là, je me suis dit, comment on va faire pour s'en sortir tous? C'est pas tant moi. Moi, je suis vieille, quoi, entre guillemets. Je veux dire, j'ai eu ma part de joie, il y a pas de souci. Et là, tout d'un coup, est revenu en cascade toutes les expériences que j'ai pu vivre et qui m'ont nourri, qui m'ont montré une direction, qui m'ont apaisé. Et c'est comme ça qu'est né le dernier livre qui s'appelle L'invisible à la rescousse. J'ai la croyance. Alors, je vous dis, moi, le truc qui m'intéresse, c'est la joie. Donc, c'est pas de savoir plein de choses sur des choses bizarres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment être heureuse et pleinement là, ici et maintenant. Ça, c'est vraiment mon enjeu, mon challenge. Voilà. Je vous en prie, il y a plein de places. Ah non, mais il y a aucun souci. Et donc c'est ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Alors moi, je suis une fille, j'adore tester des choses. Ça va être tester une alimentation bizarre, quoi. Voilà, on va me dire, on peut manger des trucs bizarres, je vais aller le tester tout de suite. Comme tester des expériences plus ou moins ésotériques. Voilà, je suis arrivée ici, ils m'ont dit, on fait un atelier avec les baguettes. J'ai dit, j'arrive, quoi. Et Magali qui me dit, bah, dis donc, t'es pas stressée, tu fais ta conférence. Bah non, je vois quoi. Voilà, l'expérience m'intéresse plus que le stress que je peux avoir de vous rencontrer. Et donc voilà. Et c'est vrai que par rapport à cette histoire de sorcière, prendre la parole devant un groupe de personnes, une sorcière par essence, c'est quand même quelqu'un qui fait un petit peu son truc dans son coin. Donc, tout d'un coup, prendre la parole, c'est toujours le risque je vais pas dire de se faire brûler, mais en tout cas, il y a quelque chose de dire, mais pourquoi je vais me mettre dans une situation d'inconfort alors que je suis tellement bien dans ma maison, au milieu des champs, avec mes animaux et avec les gens qui me connaissent. Vous voyez, donc il y a toujours ce vloup, comment on fait pour passer. Alors néanmoins, je suis très heureuse d'être là, sinon je serais pas venue tout simplement. Et donc, je vais vous parler de quelques chemins de métamorphose. Après, je serai vraiment entièrement à votre disposition pour répondre à vos questions. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceux qui m'ont le plus marqué, parce que des chemins de métamorphose, je suis sûre que vous en avez expérimenté plein, chacun quoi. En plus, on vit une période, et merci la vie, où il y a des opportunités absolument incroyables d'expérimenter des choses incroyables aussi. Mais quels sont ceux qui vont nous remettre en direction de notre juste chemin intérieur à nous? D'accord? Alors, la première chose qu'on va faire, parce qu'on m'a dit il faut qu'il y ait de l'expérience, c'est on va partager. Alors, pareil, moi je suis pas quoi, je peux vous partager des choses sensationnelles et on pourra en voir et en parler. Mais là, on va parler de ce qui m'a finalement le plus réaxé ces derniers temps, en tout cas ces dernières années. Quelque chose que vous connaissez forcément. Mais on va le faire à notre manière et on va le faire 3 fois parce que normalement dans les règles du jeu on le fait 3 fois. C'est la cohérence cardiaque.
Moi, j'ai la croyance que la cohérence cardiaque, bon, alors on pourra parler du nerf vague après, je suis une spécialiste du nerf vague, mais au-delà de ça, la cohérence cardiaque, pour moi, c'est un outil qui nous réaxe, qui a le mérite de l'humilité, ce qui est une chose qui m'intéresse, qui a le mérite de la cohérence, ça veut bien dire ce que ça veut bien dire, et de l'alignement. En fait, bien au-delà de la physiologie, dans mon système de croyance, et on va même l'expérimenter dès aujourd'hui, c'est quelque chose qui est tout à fait susceptible de nous connecter au-delà de nous, sachant que moi, ce au-delà de nous, je l'interprète comme au-delà de ce moi qui est conscient. Pour moi, la définition de l'invisible, c'est pas nécessairement Dieu barbu sur un nuage. Pour moi, la définition de l'invisible, c'est ce à quoi je n'ai pas accès, qui peut faire partie de mon psychisme, mais qui est tellement en profondeur, par exemple, que j'y ai pas accès, comme qui peut être dans une autre dimension, et c'est OK pour moi. D'accord ? Je ne sais pas où est la frontière, et quelque part, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. D'accord ? Alors, je vais vous inviter les deux pieds au sol. Voilà, on s'ancre dans la terre. En revanche, vous pouvez, alors pas complètement vous affaler, mais vous pouvez quand même avoir une assise dans le dos. Dans ces cas-là, mettez-vous bien au fond du siège. Et la première session qu'on va faire, on va couper la conférence en 3. En fait, il va falloir que je fasse attention au temps parce que je suis hyper bavarde. Oh non, mais non, ça va. Là, c'est très raisonnable. La première chose qu'on va faire, c'est juste commencer à maîtriser l'exercice. D'accord ? Donc, pour l'instant, alors, les yeux vont être fermés. Vous allez entendre qu'il y a un bruit. Ça va faire ding à chaque changement. Donc, j'inspire sur 5 secondes. J'expire sur 5 secondes. On va faire aujourd'hui la cohérence la plus basique. Après, il y a toujours des... Voilà, on peut changer les temps, etc. Mettez, voilà, c'est très bien, les mains sur les genoux. Gardez les yeux fermés, je vous dis. Là, la première, et ça dure 5 minutes. Alors des fois, j'adore parce qu'au début, on trouve, ça met hyper long 5 minutes. Et je vous invite donc à rentrer juste en profondeur en vous-même. Voilà, vous pouvez vous dire, elle est culottée, comme ça elle gagne un quart d'heure de conférence, cool. Mais c'est pas le sujet, c'est vraiment juste d'être avec vous. Inspirez, expirez par le nez sans faire d'effort. C'est vraiment fondamental. J'espère que vous entendrez, mais je pense qu'avec le micro, il va y avoir aucun souci. Et je vais mettre au maximum. Alors là, vous expirez et hop, c'est parti.
Est-ce qu'il y en a qui ont l'impression d'avoir vécu les 5 minutes les plus longues de son existence? Non? Génial. Bravo. Donc là, je vais vous partager déjà dans ces outils, ces voies, ce que j'appelle les voies de métamorphose. C'est vraiment comment on se connecte à une partie supérieure de nous-mêmes ou de l'univers. Ce qui m'a le plus impressionné, en tout cas, la pratique qui m'a le plus impressionné, en tout cas, qui m'a vraiment ouvert à ça. Alors, il faut que vous sachiez que moi, j'ai expérimenté différentes voies comme ça, mais celles que je partage dans ce livre, et ce sont aussi celles qui m'intéressent le plus, ce sont des pratiques qui passent par le corps. Donc, il existe des tas d'autres pratiques que je minimise pas, au contraire, que je respecte à 100%. Mais moi, je sais que j'ai déjà une grande facilité à me connecter à d'autres espaces et j'ai aussi une grande facilité à me raconter plein d'histoires. Donc, le fait de passer par le corps, ça, c'est ce qu'on appelle enfin en tout cas pour moi, littéralement un garde-fou. Ça m'empêche de partir en vrille, voilà. Donc ces voies de métamorphose, elles passent toutes par le corps en tant que média. La première, c'est une pratique qui est assez peu connue en France, qui pour moi pourtant est à la fois extrêmement puissante, extrêmement efficace, même si elle est en train d'arriver par un autre chemin. Je trouve ça toujours intéressant. C'est la respiration holotropique. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent la respiration holotropique, qui l'ont pratiquée? Donc vous connaissez, il y a des gens qui l'ont pratiquée aussi. Alors, la respiration holotropique, en fait, a été inventée par un homme qui s'appelle, avec sa femme d'ailleurs, Stanislav Grof, et sa femme s'appelle Christina. Ils sont tous les deux encore vivants. Lui, il est très âgé maintenant. En fait, Grof était le spécialiste du LSD au niveau mondial quand la Tchécoslovaquie a connu le printemps de Prague et quand, en fait, il était en tournée aux États-Unis à ce moment-là et donc il n'a pas pu rentrer en Tchécoslovaquie et il était spécialiste du LSD, sauf que l'administration Nixon a interdit le LSD, que ce soit pour un usage récréatif ou médicamenteux. D'accord? Donc, il est donc bloqué aux États-Unis, il peut pas rentrer chez lui, spécialiste d'un truc qui est interdit. Ça commence mal notre histoire. Et sa nouvelle femme était enseignante de yoga et ils se sont appuyés sur une respiration yogique. Donc la respiration holotropique, il l'a pas inventée. En revanche, le cadre dans lequel on le pratique maintenant, ils l'ont vraiment structuré. Donc c'est l'usage d'une respiration en hyperventilation qui peut rappeler le rebirth, sauf que c'est beaucoup plus court que le rebirth. Et puis après, donc on va partir en fait en état de conscience élargi et donc jamais modifié. Ça veut dire qu'on sait toujours où on est, on sait toujours comment on s'appelle, sauf que la conscience part en voyage et après ce départ, nous on parle de rampe de lancement par la respiration, ça va être des musiques qui vont être utilisées pour laisser les personnes en état élargi de conscience. Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'en respiration holotropique, on peut vivre un nombre de choses absolument incroyables. Ça peut être juste des ressentis de chaleur énergétique ou de froid d'ailleurs, mais on peut aussi tout à fait on peut se retrouver dans la peau d'un animal, par exemple. On peut revivre des choses alors en lien avec le biologique, donc avec son histoire, tout simplement. Souvent des choses qui n'ont pas été achevées. En tout cas, pour notre conscience, ça n'a pas été achevé. Il y a des blocages énergétiques qui peuvent même s'exprimer dans le corps. Donc ça, c'est la première chose. On peut tout à fait vivre. Alors, je ne sais pas si ce sont des vies antérieures, mais moi, j'ai vu des camarades se mettre à parler des langues totalement ésotériques qu'ils ne parlaient pas dans la vie normale. Et en plus, avoir une continuité. Moi, je suis formée dans l'accompagnement de respiration holotropique, même si j'en fais plus du tout. Mais entre les différentes séances, il était tout à fait capable de reparler la même langue. Nous, on a pu l'enregistrer, donc voilà. Donc, je ne sais pas quelle était la trace de ce vécu-là, mais en tout cas, on avait accès à cette trace-là. Alors, ce qu'on vit très souvent, et c'est connu pour ça, ce sont aussi des revécus de naissance. On va très souvent expérimenter sa naissance.
L'hypothèse qu'on fait derrière, c'est que par cette pratique-là, on va lever finalement des kystes énergétiques ou des kystes de notre vie et que ça va avoir une action thérapeutique. Moi, j'ai vu ça sur des clients. Moi, j'ai été pareil longtemps psychanalyste, je le fais plus, quoi, psychothérapeute jungienne. Je ne sais pas par quel chemin, mais en tout cas, c'était résolutif. Donc, ça veut dire que dans la vie des gens, ça permettait, et d'ailleurs, quand ça bloquait, au bout d'un moment, on pouvait vraiment utiliser ça. Alors, donc, bon, moi, et la première fois que j'ai fait ça, j'ai fait « Waouh, c'est quoi ce truc ?» C'est une expérience de lâcher prise absolument inouïe, puisqu'en fait, on donne les clés du camion à son inconscient, ou en tout cas à son subconscient, à cette partie-là, et on se laisse faire, on part. On décolle, hein, on parle d'un voyage holotropique. Un voyage holotropique, ça dure 3 heures en général, donc, mais on n'a aucune notion du temps, comme souvent, hein, l'âme n'a pas la notion du temps, donc il y a vraiment cette notion-là. La respiration, alors c'est très utilisé aux États-Unis où par exemple on peut faire respirer des gymnases entiers. Hein. En général, ça se fait en groupe, ça peut être individuel mais assez rarement. C'est très utilisé en Russie. En revanche, en France, ça fait partie des pratiques, enfin qui font peur, qui grattent certaines personnes. Mais c'est en train de revenir par le biais du breathwork. En fait, le breathwork, c'est de la respiration holotropique soft. Donc en général, ce sont des voyages d'1 heure à peu près, mais où la musique est utilisée aussi. Genre en breathwork, vous pouvez faire ça par Zoom. La respiration holotropique, c'est impensable de faire ça par Zoom, quoi. Au contraire, en respiration holotropique, on est par 2. Il y a une personne qui est responsable de la sécurité de l'autre. Il y a un cadre, quoi. Vraiment, il y a quelque chose. Donc on est sur le même outil, mais pas avec la même intensité. En même temps, moi, je trouve ça super top que le breathwork arrive, et tant mieux, quoi, puisque l'autre, peut-être parce que c'est l'exercice ultime de lâcher prise, ça n'a pas vraiment pris, parce qu'on est dans une société d'hyper-contrôle, donc si on dit aux gens, on va lâcher prise, ça nous fait peur, et vraiment, il y a quelque chose qui a vraiment le trac en soi avant une pratique, parce que c'est, voilà, c'est pas si simple de lâcher prise et de savoir ce qui va se passer. En tout cas, dans mon système de croyance, c'est une pratique résolutive et absolument passionnante, très transformatrice. Je sais pas si les personnes, quoi, peut-être qu'après vous aurez envie de témoigner, qui l'ont fait, l'ont vécu. Les premières fois, on parle souvent de dégazage. Ça veut dire que les premières fois, et d'ailleurs moi je dis toujours aux gens, n'allez pas sur internet regarder des séances qui ont été filmées en caméra cachée. Bien sûr tout le monde va le faire après, c'est pas grave, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais parce que les premières séances, il peut y avoir beaucoup de pleurs, beaucoup de cris, beaucoup de rires, parce que on dit dégazage, ça veut dire que tout, enfin pas tout, parce que sinon ça serait miraculeux, mais de nombreuses de nos empreintes émotionnelles, de nombreux de nos blocages émotionnels vont se retrouver libérés, charriés à l'extérieur de nous. On ne sait pas forcément pourquoi on pleure, on ne sait pas forcément. Mais vous savez, ce sont ces pleurs tellement impressionnants qui sont libérateurs. Vous savez, quand on aime pleurer, on ne sait pas pourquoi on pleure, mais en revanche, après, on est vidé. Mais on est tellement mieux. Voilà. Donc, et on ne sait pas pourquoi. En fait, on ne sait pas quel est le truc que notre âme a eu envie de régler ce jour-là. Donc, ça, moi, je suis vraiment... J'étais déjà dans le monde du développement personnel avant, mais après la respiration holotropique, on se dit, mais c'est quoi ce truc que je viens de vivre, quoi? Vraiment. Et il y a tout ça à l'intérieur de moi. Waouh. Ok. Alors après, on va passer quelques années. Le deuxième, enfin... le 1000e, mais en tout cas par rapport à ce que je veux vous partager, cette deuxième énorme expérience, c'est le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Alors moi, je suis une femme de pèlerinage. J'ai toujours, j'avais fait le pèlerinage de Chartres il y a des années avant que ce soit un truc intégriste. J'avais adoré. Mais bon, c'est pas du tout pareil. C'est 3 jours, Paris-Chartres. Saint-Jacques, c'est 2 mois. Moi, je suis partie sur Saint-Jacques. La fleur au fusil, hein, vraiment, en me disant, je suis plutôt une randonneuse, donc je savais qu'au niveau physique, ça allait être ok. J'étais pas inquiète de ça, et d'ailleurs, je dis aux gens, je dis à tout le monde, prenez votre sac, partez. C'est pas quelque chose qui physiquement est compliqué.
En revanche, sur le chemin, moi, mon premier chemin, la première fois, on voit plein de gens qui sont là. Oh, tiens, je l'ai fait 4 fois. Tiens, je l'ai fait 7 fois. Tiens, je l'ai fait 14 fois. Et je parle pas de gens qui viennent une semaine, puis une semaine, puis une semaine. Je parle de gens qui font tout le chemin 14 fois. Et puis, il y en a qui, je l'ai fait de Paris, puis je l'ai fait de Lisbonne, et puis je l'ai fait de... OK. Moi, je me suis dit, prétentieuse que j'étais, non, je vais le faire une fois, j'aurais pigé au bout d'une fois, quoi. Et puis, voilà, ça m'aura donné ce que ça va me donner, et puis je ferai autre chose. Bon, écoutez, ça n'a pas loupé. J'ai déménagé à 10 km du chemin de Saint-Jacques. Je l'ai refait en entier cette année. Là, je vais faire Lausanne-Rome parce qu'on va changer de pèlerinage. Mais donc, il se passe un truc. Alors, à la fois, la transformation, elle est sur plein de niveaux. La transformation, elle est bien sûr, la première chose, moi, quand je pense à ça, c'est on sort de son environnement, on va sur un chemin, et le seul objectif dans les mois à venir, c'est d'atteindre un but, et pas n'importe quel but non plus. Donc, je pense que déjà, le fait de s'extraire de sa vie est thérapeutique en soi, dans le sens où, sur le chemin de Saint-Jacques, la seule chose qui nous préoccupe, c'est qu'est-ce qu'on va manger, où on va dormir. Éventuellement, va-t-il pleuvoir ou pas, et a priori, on est équipé, quoi, voilà. Mais néanmoins, voilà, c'est ça. Et puis après, il y a quelque chose qui va se jouer sur la longueur. C'est pour ça que moi, je dis toujours aux gens, une semaine par une semaine, bof. Si vraiment, je comprends quoi, moi, je peux, dans ma vie, je suis chef d'entreprise, je peux décider de partir. Autant, vous pouvez pas forcément, vous, décider de partir 2 mois quand ça vous chante. Non, mais je vois. Bien sûr, mais je comprends. Mais essayez au moins de partir 15 jours. Parce que sinon, on n'est que dans la douleur du corps, ou en tout cas dans l'engagement du corps, selon son expérience. Et vous touchez pas ce moment où le corps, il lâche l'affaire. Il a compris, son job, c'est marcher. Je monte, je descends, je monte, je descends. Il y a un moment où on est complètement en état modifié de conscience. Donc c'est à nouveau intéressant. Et tout d'un coup, on n'est plus dans « Oh là là, il me prend la tête celui-là, oh là là, j'en ai marre de devoir faire ça, oh là là, c'est compliqué ma vie ». Tout d'un coup, on est dans la nature. C'est pas par hasard si ces chemins sont dans la nature. L'autre dimension fondamentale de ce type de chemin, c'est qu'on est en connexion avec des gens qui, en plus, ont à peu près la même quête de nous. Il y a quand même une histoire, on cherche le même truc, même si on sait pas ce qu'on cherche. Et cette dimension humaine, pour moi, elle est vraiment incontournable. Et le fait aussi d'être dans la nature, c'est qu'on est connecté à la terre. Il y a vraiment une dimension énergétique qui se joue, quoi. Moi, je dis, c'est entre la terre et le ciel, et là, on peut difficilement faire plus entre la terre et le ciel, vous voyez? Donc, pour moi, ça, c'est une histoire d'amour absolu. Bon, donc je n'ai rien compris de plus. Mon orgueil et ma suffisance ont pu que rentrer à la maison. Et je pense que je referai ce chemin ou d'autres chemins toute ma vie et jusqu'à. Il y a des gens de tous âges, hein. On va dire, il y a des gens qui viennent avec des enfants comme des personnes âgées. Sur ce genre de chemin. Et c'est toujours une voie de transformation. Je vous disais ce côté un peu abrasif. Ce qui fait que nos idées géniales de départ, tout d'un coup, elles vont se révéler, mais moi, jamais j'avais pensé que j'allais écrire sur les sorcières avant mon premier Saint-Jacques, quoi. Le truc est sorti, mais je sais pas d'où. Et là, c'est pareil, quoi. On a des idées, et puis là, voilà, on est dans des évidences vont surgir ou des non-évidences vont tout d'un coup disparaître alors que j'avais pu être obnubilée par ça quelque temps avant. Donc, il y a vraiment cette dimension-là. Et moi, je dis aux gens, mais prenez votre bâton
de pèlerins et partez, quoi. Faites l'expérience. Je pense qu'une de mes missions de vie, c'est d'envoyer le plus de monde possible sur ce chemin. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai déjà pas mal, hein. J'ai déjà coché pas mal de cases. Mais je sais pas pourquoi, mais en tout cas, et là, alors je vais peut-être pas le faire, on verra bien. Je voulais écrire un livre sur Saint-Jacques et je menais l'enquête autour de moi, pour, savoir si des gens connaissaient des gens qui avaient eu une mauvaise expérience sur Saint-Jacques. Je n'ai trouvé personne. Il y a quelqu'un qui en a. C'est pas la mienne, mais c'est celle de quelqu'un d'autre. Ah non, mais attendez, je dis pas que c'est facile. Moi, je connais des gens qui ont arrêté parce qu'ils ont eu mal aux genoux, aux pieds, aux ampoules, etc. D'accord. Bon. Après, c'est un espace humain, hein, donc on peut se frotter à la bêtise des gens. Oui, il l'avait déjà fait avec une même personne 15 jours, et puis ils l'ont refait parce que c'était un peu transformateur, justement. Ouais. Et ils y sont retournés vraiment confiants, et ils ont été très mal, tous les deux. Ils sont pas ensemble, hein, ils se et ils se sont demandé s'ils avaient bien fait de le faire. Voilà. D'accord, ça m'intéresse, il faut que je les interviewe. Parce que, parce que c'est confrontant, intéressant, mais après, voilà, ce que je trouve... parce qu'effectivement, alors moi j'ai une amie pour qui ça s'est pas hyper bien passé, sauf que je discute avec elle à mon retour là de mon deuxième Saint-Jacques, et elle me dit, oui, mais je comprends pourquoi à l'époque ça s'était mal passé, j'étais pas prête, peu importe, c'était dans sa vie à elle que c'est venu frotter. Et elle me dit, mais là, je pense que je vais repartir. Donc, voilà. Mais, effectivement, hein, je dis, c'est un espace singulier, puis j'ai pas évoqué la dimension énergétique, quoi. Il y a quand même des milliers de pèlerins qui ont foulé ce chemin pendant des siècles. Et c'est quand même assez hallucinant. Je vous dis, moi, j'habite maintenant à 10 kilomètres. On fait une balade sur un chemin normal et j'emmène, je faisais des retraites à l'époque, j'emmène des gens sur Saint-Jacques. Il se passe pas la même chose. Et même eux le disent, quoi. Bien sûr que moi, je suis totalement biaisée, vous avez totalement compris, mais n'empêche que le fait, pour moi, c'est un égrégore. Un égrégore de tout, de nos espoirs, de nos souffrances, de nos difficultés, de nos blessures humaines, quoi. On est dans un espace aussi spirituel. Donc, voilà. Donc, Saint-Jacques de Compostelle, rien que de dire le nom, moi, ça, je décolle. La troisième expérience a été pour moi la plus violente que je vais partager avec vous. Et je connais des gens qui l'ont vécu. Mon expérience n'est que mon expérience, n'en fait ni une vérité dans un sens ni dans l'autre. C'est l'usage de plantes sacrées au Pérou. Donc, moi j'ai un ami, j'ai eu une amie qui a épousé un chaman péruvien. Donc, j'étais vraiment dans un espace de sécurité totale. J'y suis allée, on avait fait un petit groupe entre nous. Donc, j'y suis allée avec des gens, c'était la famille. Moi, c'est simple. Quand on passait toute une semaine où on a pris des plantes sacrées dans le nord du Pérou, donc on n'était pas en Amazonie. Moi, ça me viendrait pas à l'idée de je suis quelqu'un de respectueuse des lois des hommes et des dieux, donc je prendrais jamais de l'ayahuasca en France, par exemple. Pour moi, c'est impensable. Mais en revanche, au Pérou, on était vraiment dans un espace sécurisé. Ce qui s'est passé, alors ça s'est pas mal passé dans le sens décompensation, etc., ce qui est possible aussi, hein, on est quand même dans des espaces hyper complexes. En tout cas, ça vient nous toucher dans des tas d'espaces non résolus. Moi, c'est simple, j'ai rencontré la mort. Je vous jure, c'était pas top. Et j'ai jamais regretté de l'avoir fait. J'étais assez contente d'être venue vivante, déjà. Donc ça, c'était la première satisfaction. Et en fait, moi, je l'ai fait en 2013. Il a fallu finalement l'écriture du dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle L'invisible à la rescousse, que j'ai la résolution, que je comprenne ce qui s'était passé, et ce que ça avait résolu en moi. Donc pareil, moi le seul truc que je dis pas ne le faites pas, qui je suis pour dire ça.
Je dis pas faites-le. Le tourisme, le chemin de Saint-Jacques, si ça se passe mal, on prend ses clics et ses claques, on rentre à la maison. Les plantes sacrées, si ça se passe mal, on est dans un ascenseur énergétique. De toute façon, on doit attendre que la plante, elle ait fini de faire son effet au niveau du cerveau. Donc là, c'est hyper inconfortable. Ça se fait que dans des espaces hyper sécurisés, que des gens qui maîtrisent le truc. C'est très complexe parce qu'on est dans une société hyper matérialiste où nos âmes ont tellement soif de cet ailleurs qu'il y a plein de gens qui sont prêts à tout pour l'expérimenter et je le comprends et je suis peut-être comme ça aussi. Sauf que c'est ça peut être potentiellement moi, je sais pas le côté dangereux. Il peut y avoir des risques de décompensation. Ça, je savais que c'était pas mon sujet. Moi, je suis hyper carré, solide. Voilà, je viens d'une famille aimante, totalement névrosée. Il y a rien d'idéal là-dedans, mais aimante. Mais voilà, on est sur des outils, c'est de la bombe atomique. Nous, on a pris de l'ayahuasca. Le chaman nous a dit, vous avez plus le droit d'en prendre pendant 10 ans. Parce que vous avez pris des telles doses que si vous en reprenez, vous allez exploser en vol. Donc, ok, j'ai vu les étoiles. Je sais pas si c'était à refaire, si je le referais. Je sais pas, mais en même temps, c'est fait. Et là, je vois, je vous dis a posteriori, mais très posteriori, le bénéfice. Donc, voilà. Et la quatrième chose, mais on va la refaire pour la deuxième fois, et puis après on fera les questions, et puis on la refera pour une troisième fois, et je vous expliquerai pour moi, c'est vraiment important. Pourquoi la cohérence cardiaque est importante pour moi, et qu'est-ce qu'elle peut ouvrir en nous, je crois. C'est la pratique, de toute façon, moi, j'aime le mot initiation, et j'aime le mot discipline. Dans l'initiation, il y a forcément 1000 fois sur le mettez et remettez votre ouvrage. Sinon, c'est du tourisme spirituel. Ça n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, c'est pas ça, moi, qui me fait vibrer. Alors, vous voulez pas faire la cohérence cardiaque une deuxième fois. Alors, la deuxième fois, ce qu'on va faire, parce que là, maintenant, vous maîtrisez la technique, c'est que je vais vous inviter à vous connecter à votre cœur. Donc, vraiment à sentir votre cœur battre à l'intérieur de vous. Et je vais vous inviter à sentir l'expansion de votre cœur. Ça veut dire à vous connecter soit aux personnes qui sont dans la pièce, c'est ok, mais vous pouvez aussi chercher à vous connecter à vos proches, même s'ils sont pas ici, etc. Donc, on va rentrer dans l'espace plus émotionnel du cœur. D'accord? Donc, on fait la même chose, ça veut dire les pieds sont au sol. Vous pouvez mettre, si vous le souhaitez, les mains sur le cœur, main gauche puis main droite, et les yeux sont fermés. Et juste sentez que tout d'un coup, vous dépassez, en tout cas par la vibration, par ce qu'apporte le corps énergétiquement, vous dépassez votre enveloppe physique.
Est-ce qu'il y a des gens qui sentent une différence par rapport à la première fois? Je pars beaucoup plus vite, moi, le problème. Ça- Mais je reviens par contre très vite. Bah, c'est bien de partir vite, non? C'est pas un problème, donc? Oui, je suis d'accord. Le corps accepte déjà de se dire, ok, je me mets entre parenthèses, l'ego accepte aussi un peu de faire un truc qu'il comprend pas. Ouais. Oui? Alors c'est peut-être dans la consigne, mais le fait d'avoir dit de se relier à d'autres proches, j'ai vraiment senti en connexion avec eux et le temps est passé beaucoup plus vite. Exactement, c'est tout à fait vrai. Ah ouais, Plus de temporalité. on perd de plus en plus la temporalité. Vous allez voir la troisième fois. On va se connecter aux étoiles, hein, donc. Non, mais c'est hyper quoi. Moi, j'adore cette expérience parce qu'on est sur du rien, quoi. C'est tellement simple. Hein. La cohérence cardiaque, c'est vraiment cette histoire-là. C'est un outil ultime. En fait, le cœur a plein de dimensions. Le cœur a une dimension physiologique. Son job, c'est de répartir le sang dans l'ensemble du corps, et c'est déjà un sacré travail. Il y a une dimension émotionnelle, affective, et puis il y a une dimension spirituelle, et plus on travaille sur le cœur, plus il y a... c'est encore un peu le cas, hein, on a un peu minimisé le rôle du cœur au niveau de la physiologie. En tout cas, on l'a réduit à son rôle physiologique, où on estimait que le cerveau, c'était le capitaine, et que tout le reste, ça suivait. Puis après, on va dire, ah génial, le ventre, le deuxième cerveau. Alors moi, je pense que le cœur, le troisième cerveau, est probablement le premier. D'ailleurs, dans des tas de pratiques, moi qui ai fait beaucoup de yoga, à la fin des pratiques, quand on met les mains en prière et qu'on se penche vers le sol, l'objectif, c'est de mettre le cerveau plus bas que le cœur, pour comprendre que c'est le cœur qui donne la direction. Et la cohérence cardiaque nous permet ça. On vit dans un monde où notre cerveau est, et c'est pas grave, est extrêmement sollicité. Et finalement, en ramenant les choses au cœur, j'ai la croyance que ça va nous donner ou ça va nous aider à trouver une direction plus juste pour nous et pour notre vie. Alors, ça me fait toujours rire quand je dis ça, et mes proches riraient encore plus, parce que en naturopathie, la cohérence cardiaque, on la conseille. Allez, moi, ça fait plus de 20 ans que je la conseille. Et genre, j'avais testé 2-3 fois. En revanche, être dans la rigueur, parce que donc normalement, c'est 5 minutes 3 fois par jour. Quand je vois le temps que nous passons, je m'inclus, hein, sur les réseaux sociaux ou à regarder des bullshit trucs, et tous les gens, enfin 90% des gens à qui on le conseille, ont le plus grand mal à s'offrir cet espace-là 3 fois 5 minutes par jour. Les applications sont gratuites, quoi. C'est difficile de faire plus accessible, et pourtant, ça exige de notre part un engagement pour nous que l'on a du mal à trouver, et que je vous dis, j'ai été la première à avoir du mal à trouver. Et puis, c'était un peu avant le printemps dernier, janvier, février l'an dernier, là je me suis dit, ok, je vais le faire. Là, je vais voir ce que ça me donne. Et j'ai trouvé ça magique. En tout cas, quand je dis magique, c'est que dans toutes les pratiques dont je vous parle et dans toutes les pratiques dont je parle dans le livre, finalement, c'est comme si ça venait m'amener un peu au même endroit. Vous voyez? Un endroit de confiance, un endroit de paix aussi. À la fin, quand je faisais la cohérence cardiaque, alors là, je fais autre chose, mais je vous raconterai aussi, mais quand la psychologie vient, la technologie vient squeezer la spiritualité. À la fin, j'avais l'impression de rentrer dans mon âme comme dans des chaussons. Il y avait vraiment, à la fois le corps laissait de l'espace à quelque chose,
Et à la fois, je retrouvais un espace sécurisé en profondeur à l'intérieur de moi. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est quand même assez dingue. Et ce qui est formidable dans la manière dont notre corps fonctionne, c'est qu'effectivement, plus on fait quelque chose, plus c'est facile de retrouver ting, 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 tout d'un coup, les marques dans lesquelles on va se mettre à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que j'adore cette pratique et que je pense qu'elle mérite plus de place dans notre vie. Et c'est comme, alors effectivement, on parle d'ayahuasca, il y a un côté waouh, ok, on va. Donc là, il n'y a pas d'effet waouh. Là, c'est un truc à vendre, c'est pas quoi à vendre, je veux dire même à susciter l'intérêt, c'est pas si simple. Et c'est pour ça que de l'expérimenter, c'est quoi, je trouve ça aussi hyper intéressant parce que tout d'un coup, là, vous êtes pris au piège dans la salle, donc de toute façon, vous n'avez que ça à faire par rapport à votre après-midi. Alors, je vais juste surveiller l'heure. Ouais, on va juste un tout petit peu accélérer. Je voulais juste dire une toute petite chose sur les béguines parce que je l'ai pas dit au début et oui, j'adore qu'on fronce les sourcils. Les béguines, qui sont-elles, ces femmes? C'est vrai que moi, dans ma recherche spirituelle, je vous dis, moi, ma boussole, c'est la joie. Hein. Moi, j'aimais bien le pape François, j'aime bien le Dalai Lama, je veux dire des gens qui ont la banane jusque-là, quoi. Sinon, moi, j'achète pas leurs trucs, quoi. Moi, j'en veux pas, les gens qui font la tête et qui sont sombres et qui, quoi. Pour moi, je crois pas. Je crois qu'on est là pour célébrer l'existence et je veux bien écouter ceux qui ont un message à porter si j'ai l'impression qu'ils incarnent cette célébration. Mais en tout cas, moi de mon côté, et c'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé sur les sorcières, et c'est pour ça que ça m'a amené chez les béguines aussi, c'est comment, en tant que femme, je peux avoir une parole sur la spiritualité, alors que cette parole, elle nous a, nous, les femmes, en tout cas, toujours été déniée, et c'est encore le cas. Hein, il y a encore eu un concile récemment sur quelle place on laisse aux femmes, par exemple dans l'Église catholique. Puis à la fin, ils ont dit on va refaire un colloque dans 2 ans, genre parce qu'on va pas régler ce problème maintenant. Ok, les gars, merci. Et donc voilà, moi ça m'a toujours intéressé de dire comment la foi, la spiritualité et le féminin peuvent se marier, quoi. Est-ce qu'on est voué à aller se planquer au fond des bois pour avoir une parole ou pas? Et il y a des femmes, moi, qui m'inspirent absolument incroyablement, femmes que j'ai découvertes après avoir travaillé sur les sorcières. En fait, j'ai découvert que la première femme qui a été brûlée en place publique en France est une béguine. Elle a été brûlée en place de Grève à Paris. Donc, les béguines, est-ce qu'il y a des gens qui savent qui c'est? Non, mais bon, il va falloir faire un cours hyper accéléré, là. Alors, en fait, imaginez le Moyen-Âge, on est au XIIe siècle, les routes du commerce commencent à s'ouvrir, hein, que ce soit vers l'Asie, vers l'Afrique, etc., quoi. Pareil, changeons tout de suite toute notre perception du Moyen-Âge, hein, on est sur, il y a du commerce, les premières villes sont en train d'être construites, etc., tout le monde travaille, parce que de toute façon, grosso modo, on n'a pas le choix. On est quand même dans des situations, en tout cas pour la majorité des gens, de précarité qui justifient que hommes et femmes travaillent. Et voilà pas que les hommes partent en croisade. Bon, il y a des tas d'autres événements qu'on jouait, mais on va faire un cours accéléré. Les hommes partent en croisade et donc beaucoup de femmes vont se retrouver soit abandonnées par leur famille, soit abandonnées par leur mari, soit... En tout cas, il y a des femmes qui se retrouvent seules. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont créer des formes de communauté. C'est des femmes qui vont pas aller au couvent, parce qu'il faut savoir que quand aller dans un couvent, ça coûtait de l'argent. Donc si on n'avait pas une famille pour payer le couvent, ça pouvait pas aller. Et c'est des femmes qui se mariaient pas. Alors je dis pas forcément que c'est par choix. Je dis juste que pareil, les mariages c'était soit des choses arrangées, etc. Soit elles étaient trop âgées, trop quelque chose pour se marier. Et ces femmes ont créé des communautés qui s'appellent des béguinages. Donc si vous êtes allé à Amsterdam, vous avez sûrement visité le béguinage d'Amsterdam parce que c'est un lieu incroyable. Bon c'était des espaces laïques où les femmes se retrouvaient. Beaucoup de chercheuses ont travaillé sur le sujet. On parle de première république féministe. Alors pourquoi? Parce que c'était entre femmes, que c'était des espaces qui étaient clos la nuit mais ouverts le jour. C'était des espaces où les femmes en général travaillaient. Donc elles sortaient dans la communauté. Il y a eu un très grand béguinage à Paris où il y avait plus de 400 personnes, hein, donc imaginez, dans le Marais. Elles étaient d'ailleurs très souvent sous la protection du roi.
Et ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont inventé des règles du jeu du collectif. Et pourquoi ça a à voir avec mon sujet? C'est il y avait une quête spirituelle derrière. Donc, elles produisaient de la pensée, elles donnaient des tournées de conférences, elles écrivaient des livres. Et d'ailleurs, donc cette première femme brûlée en place publique, c'est un autodafé, elle a été brûlée avec son livre. Et pourquoi ils l'ont brûlée? Alors déjà, il y avait une surenchère entre le pape et le roi en disant lequel est le plus catholique. Voilà. Et finalement, le roi qui protégeait le béguinage, en France en particulier, mais pas seulement, a arrêté de protéger le béguinage. Donc voilà, arrêter de donner des espèces sonnantes et trébuchantes. Mais au-delà de ça, parce que les femmes, elles n'étaient pas du tout bienvenues à produire de la pensée religieuse, encore moins que du reste. En plus, elles ont fait une chose que le clergé a détesté, c'est que les livres, ils étaient faits en ancien français, on dit en langage verniculaire, ça veut dire en langage de l'époque et non en latin. Ça veut dire qu'elle transmettait une pensée religieuse au peuple, ce qui était absolument tout ce que détestaient les autorités religieuses. Et en fait, ils ont arrêté cet auteur, et je me souviens plus son nom parce que je mélange plusieurs noms, mais ils l'ont arrêté et lui ont dit, bon ben arrêtez, on vous met en prison et vous dites que vous obéissez et puis basta quoi, et on vous libère. Sauf qu'elle a fait, mais vous êtes qui pour me donner des ordres? Elle a écrit un texte, elle dit, mais moi, je ne reçois ce que je dois faire que de Dieu. Donc, si ça vous amuse, brûlez-moi. Ils l'ont gardé 1 an en prison, puis ils ont fini par la brûler. Donc, les béguinages ont fini par être interdits dans toute l'Europe. Finalement, en Europe du Nord, le pape a cédé et a autorisé la poursuite des béguinages. La dernière béguine est morte au XXe siècle, à la fin du XXe siècle. Donc, on est sur des ordres non religieux. Ce que je veux quand même ajouter, c'est que les béguines étaient des femmes libres. Donc, non seulement elles travaillaient, donc elles produisaient, non seulement elles gagnaient de l'argent et elles se transmettaient l'argent entre elles, mais elles avaient aussi une sexualité. D'ailleurs, il y a plein de courriers où on dit « envoyez pas les moines dans tel béguinage parce que il y a des béguines qui sont trop jeunes. Si vous pouviez prendre des béguines un peu plus vieilles, ça irait mieux. » Donc, c'était drôle. Si elles avaient le droit de se marier, donc elles avaient le droit de quitter le béguinage. On n'est pas sur des vœux, vous voyez. Et si, en revanche, si elles avaient des enfants, par exemple parce qu'elles étaient veuves ou parce que le mari était parti aux croisades et ciao ciao, on n'a plus de nouvelles, elles pouvaient rentrer dans le béguinage avec des enfants. Moi, ce que je trouve intéressant sur les béguines, c'est qu'elles ont inventé le collectif intelligent, en tout cas de mon point de vue, dans le sens où si vous avez visité le béguinage d'Amsterdam, et ils étaient à peu près tous sur ce modèle, on est sur des maisons individuelles au cœur d'un collectif, au cœur de la cité. Donc en revanche, le béguinage d'Amsterdam, vous verrez qu'il n'y a que 2 portes, donc c'est facile à fermer et facile à garder. Mais en revanche, donc la journée, elle pouvait sortir. Il y avait voilà cette liberté et en même temps cette protection. On peut dire que les béguines, elles ont inventé la sororité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, là où pour moi c'est vraiment en lien avec le sujet, c'est qu'il y avait une vraie réflexion et une vraie expérience spirituelle. Éventuellement en milieu hostile. Vous voyez? Donc, et moi je me dis, je trouve ça hyper inspirant de trouver ce type d'espace. Pareil, donc vous avez compris, hein, les hommes avaient le droit de rentrer dans le béguinage la journée, mais en revanche, ils n'avaient pas le droit d'y dormir la nuit, sauf si c'était les enfants des béguines. D'accord? Donc voilà. Alors, ce que je sais pas quelle est notre latitude par rapport au temps. Ouais. 5 minutes? Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le dernier exercice, parce que ça serait vraiment dommage de vous priver du dernier exercice, et après, si vous voulez, on posera les questions dehors pour pas déranger. Il y a personne après, donc. Ah, il y a personne après? Vous avez du temps. Ok. Ah, moi, j'ai toute la vie devant moi. Donc, on posera les questions ici. Le dernier, je vais vous inviter à vous concentrer sur ce point entre les sourcils, voilà, le 3e œil, d'accord? Et vraiment, je vous invite oh, vous allez le trouver, il va venir tout seul, hein, vous faites pas. On dit comme si vous aviez une lampe de poche entre les 2 yeux, vous voyez vraiment cette sensation-là. Et je vous invite à vous connecter à votre verticalité. Donc vraiment, ouvrez le champ. Là, tout à l'heure, vous avez ouvert le champ
avec le cœur, quoi, dans l'ouverture humaine. Là, on va l'ouvrir aux étoiles.
Comment ça s'est passé pour vous de vous verticaliser? Ça résiste plus ou ça a été? Il y a une vraie conscience que le corps n'est pas vraiment, en fait. C'est-à-dire que il était bien là, quelque part, mais c'était plus la référence. Intemporelle, je sais pas comment on peut dire ça. Ou non Si. spatial, enfin, il y avait quelque chose de lointain. Merci en tout cas de vous être prêté au jeu. Est-ce que par hasard vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai évoqué rapidement? Oui? Pour la pratique de la cohérence cardiaque, matin, midi, soir, avec les 3 Oui, tout à fait. Normalement, c'est matin au réveil, voilà, midi avant de manger et le soir avant le coucher. Ouais, tout à fait. Je fais que la première. Ouais, mais pareil, moi je pars du principe que une fois c'est déjà top, quoi. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien et on fait ce qu'on peut, mais c'est vrai que c'est extrêmement aidant. Ouais, mais c'est top, oui. Et d'ici, vous faites quoi maintenant? Ah oui, alors maintenant là je teste ce qu'on appelle parce qu'en fait ce qui se passe avec la cohérence cardiaque, un des bénéfices physiologiques, donc vous avez bien compris qu'on est sur différents plans quand même, c'est que ça va venir renforcer le nerf vague, qui est vraiment le nerf probablement le plus important du corps, même si dans le corps tout est important. Et là, depuis un peu plus d'un mois et demi, je teste ce qu'on appelle un dispositif de stimulation du nerf vague, de stimulation vagale, qui sont des dispositifs électriques. En fait, non, il est pas là, il est dans le sac. En fait, c'est parce que le nerf vague passe au niveau de l'oreille, il passe aussi au niveau de la gorge, et on clip des petits dispositifs avec un message électrique très faible, bien sûr, pour renforcer le nerf vague, comme on fait de l'électrostimulation avec un muscle, hein, vous voyez, c'est exactement le même genre de truc. Bon, c'est assez hallucinant les résultats. Alors, il n'y a pas... En fait, l'idéal pour moi, ça serait d'associer ça à la cohérence cardiaque. Mais je pense que notre société moderne nous pousse tellement dans les excès d'un point de vue du système nerveux. On va pas rentrer dans le système orthopara, mais voilà, dérégule notre système nerveux dans une direction où il nous impose d'être en hyper-adaptation. Et selon son niveau émotionnel, moi je suis quelqu'un d'extrêmement émotive. Donc voilà, en fait, je vais passer mon temps à m'adapter et d'utiliser ce genre de choses. Moi, c'est en train littéralement de me changer la vie. Mais pareil, je le fais tester à tout un groupe de femmes. On est 60. Ça fait moins de 2 mois. On a des retours hallucinants. Moi, qui étais accro au chocolat, je ne mange plus de chocolat. On est presque d'accord. Genre là, j'étais en Suisse, il y avait 2 petits chocolats sur notre lit. J'ai mis 4 jours à manger 2 petits chocolats. Donc voilà. Non, mais ce qui est... Ça te programme, c'est quoi alors? Non, en fait, ce que ça fait, c'est que le nerf vague joue un rôle d'équilibre de ce qu'on appelle le système parasympathique, dont le système de récupération du corps, de régénération du corps. Et en fait, moi, mon seul vice, c'était le chocolat. Hein. Je fume pas, je bois pas, quoi. Vraiment, même, j'adore manger, mais du très bon. Je veux dire, c'était probablement un système de compensation du système nerveux pour faire face au challenge de mon existence. Et en fait, j'ai trouvé des systèmes de régulation. Ça me permet de réguler de manière différente. Oui. Au niveau du nerf vague, il y a d'autres méthodes. Il y a la douche froide. Non, mais il y a plein de méthodes. Moi, regardez, il y a un film sur Arte absolument incroyable qui s'appelle Nerf vague du cœur au cerveau. Il y a plein de techniques. Sauf que là, c'est un peu la différence entre l'ayahuasca et la respiration holotropique. On est sur quelque chose qui vient rééduquer en profondeur le nerf vague, sans que, on peut mettre l'appareil quand on va prendre son petit déjeuner, on peut travailler devant son ordinateur avec, etc. Bien sûr, il y a plein de systèmes. En fait, c'est un rôle anti-inflammatoire majeur. Là, moi, je donne un cours sur le nerf vague à mes étudiants en école de naturopathie. Entre mon cours en mars et mon cours en septembre, j'ai dû bosser une journée entière pour adapter par rapport aux nouvelles connaissances. Et là, pareil, j'ai des personnes qu'on suit dans le groupe, qui ont mis la main sur des études qui sont en cours en France. Il faut savoir que le nerf vague, donc on l'appelle vague parce qu'en fait, on savait pas à quoi il servait pendant longtemps.
C'est un nerf qui va, je vous dis, du système digestif au cerveau en passant par le cœur. Ok, quoi. Donc on s'est dit, c'est vague cette histoire. Voilà. Le nerf vague, son anatomie, on ne la connaît pas encore. Ça veut dire que c'est le MIT qui est en train de faire sa cartographie. Elle sera finie en 2026. Donc on est sur quelque chose où il y a un champ d'évolution de la recherche fondamentale. Et moi, je suis absolument alors je pense que une partie des bénéfices de la cohérence cardiaque sont en lien avec ça, puisque ça fait partie des outils, mais ça peut être quand vous chantez le home, ça vient faire vibrer la gorge et c'est bénéfique pour le nerf vague, quoi. Vous voyez? Donc il y a des tas de choses. L'être humain, il est intelligent. Ça fait longtemps qu'il a senti qu'il avait des tas d'outils bénéfiques, sauf que comme tout le reste, après ça va s'équilibrer, on va voir pourquoi c'est important ou pas. Moi, je pense que nos vies, en tout cas pour certaines personnes, nous sollicitent tellement que d'avoir des outils qui permettent d'équilibrer, sans oublier le reste, c'est un sacré progrès. En tout cas, moi, je vis vraiment comme ça. Ça s'appelle quand? Moi, ce que j'utilise, c'est un système anglais parce que c'est après des histoires, c'est hors de prix, c'est presque indécent. Ça vaudra actuellement, ça vaut genre 700 €, ça en vaudra 50 dans 2 ans. Sauf que toutes les études sont faites avec cet outil-là. Donc voilà, parce qu'après ils ont des concurrents moins chers mais moins bien à mon sens. Mais voilà, moi je suis pas là pour faire de la pub. Voilà. Oui, vous avez une question? Par rapport à la cohérence cardiaque, Ouais. la pratique. Vous pourrez continuer à poser les questions. Ok, pas de souci. Ouais. Je la pratique régulièrement.